Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hackadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à utiliser Postman. Donc il y a un outil en ligne qui va vous permettre d'exécuter des requêtes, que ce soit des requêtes en post, get, put, patch, peu importe, delete même, et du coup de faire des tests du coup sur vos sites, sur des API externes, ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Et pourquoi je vous montre et je vous présente cet outil Postman? Tout simplement parce que c'est l'un des plus utilisés. Alors il existe 2-3 alternatives. Vous pouvez même faire grosso modo la même chose directement à partir de votre éditeur de code VS Code et avec une extension bien sûr en HTTP request. Mais évidemment, si vous n'avez pas tout ça sur vous et que vous voulez tester rapidement, on va dire des requêtes HTTP par exemple, et ben en fait vous allez pouvoir utiliser directement le logiciel Postman qui a été conçu justement comme tel pour pouvoir vous donner les résultats à vos requêtes avec différents paramètres que vous pourrez renseigner, des tokens d'authentification, des clés, des variables, enfin bref, je vais tout vous montrer. Donc là, la première chose qu'il va vous falloir en prérequis pour commencer à utiliser Postman, c'est évidemment un compte. Donc moi là, je me suis déjà connecté juste à un compte où je n'ai pas encore créé quoi que ce soit dessus. Donc je me suis juste connecté sur Postman avec un compte Google Gmail du coup, Hackadev pour le coup. Et ici, je vais venir remplir les différentes informations. Donc ici, je vais venir pouvoir remplir par exemple Anthony Hackadev. Et ici, dans Select Your Role, vous pouvez chercher et taper par exemple Backend Developer lorsque on vous demande le rôle. Ça ne va pas avoir vraiment une grosse importance si ce n'est que dans l'utilisation plus avancée de Postman, eh ben, en fait, il va vous proposer une expérience différente suivant le rôle que vous avez choisi. Donc là, vous faites Continue. Et là, normalement, vous allez arriver sur un dashboard, voilà, comme ceci, où il y a un petit pop-up de début, il vous dit Welcome to your personal workspace. Et là, vous pouvez commencer soit en important un fichier, pardon, soit en commençant avec une collection de templates. On n'a pas besoin de ça, on va juste cliquer sur la croix et voilà comment est découpé directement Postman. Alors ici, vous avez du coup des champs, vous allez pouvoir créer des tests ici dans cet espace-là, dans votre workspace. Vous pouvez le renommer d'ailleurs ici. Donc par exemple, on va faire Hackadev test. Et en fait, l'avantage des workspaces, comme vous pouvez le voir ici, c'est que vous pouvez activer, désactiver ce que vous voulez dans la sidebar, c'est-à-dire ici. Et du coup, déterminer également qu'est-ce qui est accessible à quelle personne, etc., etc. Le gros avantage de Postman à ce niveau-là, c'est que vous allez pouvoir, voilà, comme c'est justement expliqué ici, ajouter des contributeurs à votre workspace, c'est-à-dire vous allez pouvoir ajouter d'autres développeurs qui vont pouvoir accéder aux différentes ressources, aux différentes requêtes que vous aurez créées. Et évidemment, derrière vous pourrez créer différents calls API, par exemple, directement à partir de votre workspace. Ça, je vous le montre juste après. Vous avez ici Environments. Donc ça, vous pouvez justement mettre des variables que vous allez garder, on va dire, directement dans tous vos tests. History, ça c'est un peu, on va dire, le backup de tout ce que vous allez faire sur votre workspace. C'est-à-dire que si ici, du coup, vous faites des requêtes et que vous avez oublié d'enregistrer tout ça ou vous ne l'avez pas laissé dans votre dashboard, vous pouvez retrouver ici les différents espaces que vous aurez créés avec les différentes requêtes et vos différents paramètres. Donc voilà, pour commencer, ici vous avez la possibilité de créer justement des nouvelles collections, ici des nouveaux environnements, etc., etc. Vous avez évidemment ici d'autres possibilités, nous on ne va pas s'attarder là-dessus. Vous voyez qu'on peut créer tout plein de workspaces ici, et même voir des workspaces existants, voilà, en cliquant ici. Donc pour l'instant on n'en a pas, donc on a juste le nôtre. On sélectionne, et on va cliquer ici. Donc là vous voyez que vous avez 3 petits points, et ici en fait ça va être, si vous voulez, le menu d'édition des actions sur les différentes tables que vous allez ouvrir. Alors nous on va fermer Overview et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle request. Alors ici vous voyez que vous avez déjà des petits raccourcis pour créer des requêtes. Nous on va cliquer sur le plus qui est ici en haut à gauche. Et là voilà, on va avoir une nouveauté qui va s'afficher juste ici. Je vais un peu zoomer, voilà, histoire qu'on voit bien. Et là déjà on a plusieurs choses. Alors comment se découpe l'interface? C'est très simple. À gauche ici, on a le titre de notre requête qu'on va pouvoir justement renommer ici. Voilà, tout simplement, vous allez juste, quand vous allez l'enregistrer, pouvoir lui donner un nom. La méthode, donc ça c'est la méthode de requête que vous allez utiliser. Comme je vous l'ai dit avant, il y a tout plein de méthodes, c'est-à-dire que vous avez get, post, put, patch, delete, head et option qui vous permettent déjà de faire 99,9% des requêtes que vous pourrez faire, on va dire, directement avec des requêtes HTTP. Ici, vous avez évidemment un champ texte, ou enfin plutôt un champ URL, dans lequel vous allez pouvoir mettre des requêtes, enfin on va dire, comment dire, des URL, voilà, des API, des endpoints, on va appeler ça comme ça, voilà, c'est plus juste.
sur lesquels vous allez vouloir rechercher des datas ou envoyer des datas évidemment. Send, sur lequel on ne va pas appuyer tout de suite, qui va nous permettre d'envoyer notre requête, de l'exécuter. Et évidemment, ici, on a plusieurs paramètres. Alors, comment est découpée, encore une fois, cette table de paramètres? On a d'abord les params. Et en fait, ça, c'est tout simple. Ce sont les variables que vous allez vouloir envoyer à une API, par exemple, ou à votre API même, si vous voulez tester votre API. Donc là, si vous n'avez pas forcément besoin de description, vous pouvez très bien l'enlever juste ici. Voilà. Bon, là, vous pouvez faire un bulk edit également si vous voulez changer vous-même d'un point de vue code. Moi, je ne vous conseille pas. Authorization. Alors la première chose très intéressante, ici dans type, vous avez plusieurs types d'authentification. Alors je sais que très souvent, lorsqu'on n'a pas l'habitude de se connecter à des API, notamment, qui sont privées ou qui demandent des clés d'accès, eh ben, on ne sait pas trop utiliser du coup les clés API. L'avantage de ça, c'est que ça vous mâche le travail et que du coup, vous pourrez récupérer derrière directement la méthode d'authentification et la copier-coller derrière chez vous dans votre requête fetch, par exemple, Axios, etc. Donc là, vous voyez qu'on a plein de méthodes d'authentification. On a les API Key, qui est souvent utilisé. On a les tokens bearer, qui sont également très souvent utilisés, et JWT bearer. Donc tout ça, par exemple, ça peut être utile, notamment avec les connexions WordPress à l'API REST. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir de quoi je parle. Et ensuite, vous avez la Basic Auth, qui est quand même assez connue avec le username et le password, qui fonctionne, pour vous donner un exemple, également avec l'API REST de WooCommerce, qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, mais qui viendra par la suite. Et les authentifications 1.0, 2.0 et d'autres choses, comme AWS Signature pour Amazon, par exemple, ou des choses comme ça. Pour l'instant, on ne va pas en mettre. Ensuite, on a une autre table qui est assez intéressante, qui est Headers. Et là, en fait, vous voyez qu'il y a Hidden 5. Donc là, on peut pas le voir tout de suite directement. Mais en fait, ça, ce sont les headers de base qui sont envoyés directement lorsqu'on fait une requête. Alors ici, l'avantage des headers, c'est que vous allez pouvoir envoyer pas mal de choses. Donc là, à droite, vous avez des presets. Et si vous cliquez et vous faites Manage Presets, vous allez pouvoir ajouter des presets et du coup, les réutiliser dans vos prochaines requêtes. Moi, je ne vais pas le faire. Mais disons que par exemple, ici, si vous voulez spécifier, je ne sais pas moi, le fait que vous envoyez du JSON ou des choses comme ça, même si ça, il va le faire normalement au préalable, eh ben, vous n'aurez aucun problème à le faire par ici. Ensuite, on va aller dans le body. Alors là, pareil, assez intéressant, notamment lorsqu'on va faire des requêtes post. Alors ici, vous allez juste, ça devrait vous parler justement ce type de texte, là justement, XWW form URL encoded, ou même row, c'est tout simplement la méthode d'envoi et de traitement de vos datas. C'est-à-dire que si vous cliquez sur form data, là, vous allez pouvoir envoyer justement des datas sous forme de formulaire. Ici, vous allez pouvoir envoyer également des datas sous forme de formulaire, c'est-à-dire imaginez vous avez 10 champs texte ou des inputs radio, etc. Vous récupérez les valeurs et vous les envoyez entre clés et valeurs. Et row, et là, alors row, c'est selon moi le plus utile, tout simplement parce que c'est là qu'on va pouvoir renseigner du JSON. Mais par défaut, c'est en mode texte. Vous pouvez directement soit mettre du JSON, c'est-à-dire comme ceci, et vous voyez qu'il formate direct. Du coup, si là, je veux mettre une variable test, et je marque Anthony ici, du coup je lui envoie en clé test et en value Anthony. Donc là je spécifie bien JSON. Si vous laissez texte, du coup il faudra envoyer bel et bien du texte que lui derrière, il faut aussi vous assurer du coup que l'API qui reçoit les datas transforme bien ce texte en JSON pour le traiter. Donc là moi j'utilise très souvent JSON, XML est énormément utilisé aussi, suivant les API. Et voilà, vous avez du binaire également, mais là du coup il va falloir envoyer un fichier, et du GraphQL. Donc là, c'est assez connu le GraphQL, mais c'est pas encore très réputé, on va dire, pour les développeurs lambda. C'est tout simplement des requêtes qui vont vous permettre de faire justement des requêtes ciblées sur du JSON qui est au préalable dans l'API. Bon, je vous en dis pas plus, c'est pas l'objet de la vidéo. Nous, on va pas utiliser ça aujourd'hui. On va surtout utiliser du coup none. On va utiliser des paramètres par défaut, juste ici. Ensuite, vous avez prerequest script. Ça, c'est si vous voulez faire un script au préalable avant votre requête. Vous pouvez le mettre ici, c'est du JavaScript. Test, bah là ça va être tout simplement une zone de test. Vous allez pouvoir écrire du JavaScript et pour voir des choses. Par exemple, si ici vous faites un console.log de salut, voilà. Et bien en fait ici vous allez pouvoir effectivement faire send et ici ensuite bon là il va vous demander une URL, mais si imaginons vous voulez afficher du contenu après la requête ou tester le traitement d'une data que vous allez recevoir par l'API, vous pouvez le faire ici, ça fonctionnera bien. Settings enfin, qui là du coup va vous permettre d'activer, désactiver certaines méthodes notamment. Alors ça va vous enlever une grosse partie des problèmes, notamment CORS, donc CORS,
qui sont cross-origin, donc c'est que ça vous crée quand vous avez des problèmes entre les différentes URL. Et du coup, vous pouvez activer, désactiver tout ce que vous voulez juste ici. Donc là, pour finir cette vidéo et du coup vous montrer un peu un exemple, bah du coup, ici, ce que je vais faire, alors c'est que je vais aller prendre une API notamment de météo. Donc pour ça, très simple, je vais venir faire ça. Donc là, je vais faire une requête en get. Je vais copier-coller directement mon URL. Et là, vous voyez que par défaut, ici, il m'a pris 2 variables que j'avais déjà dans l'URL. Alors, imaginons que ces variables, je ne les ai pas encore. Donc, on va aller sur le endpoint qu'on aimerait. Voilà, current. Donc, vous l'avez compris, je vais aller chercher la météo actuelle dans une certaine ville. Ici, je vais lui passer en paramètre d'abord, du coup, l'access key. Voilà. Ici, on va lui coller, du coup, une clé qu'on a dans notre dashboard. Donc moi, évidemment, je la supprimerai après pour pas qu'elle soit réutilisable, vous en doutez bien. Et enfin, ici, on va pouvoir spécifier une query. Alors, voilà. Et là, par exemple, je vais pouvoir mettre Paris, par exemple. Au moment où je fais la vidéo, et du coup, quand je vais faire send, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit « You have not supplied a valid API key ». Alors ça doit être parce que j'ai pas vérifié directement ma clé et du coup, elle est en zone test. Alors ça, je vais le faire très rapidement de mon côté. Voilà. Tac, tac, tac. Juste vérifier tout ça. Voilà. Et on va coller ça juste ici. Normalement, ça devrait fonctionner. HTTP access restricted, your current subscription does not support HTTPS subscription. Bon, alors on peut mettre voilà en HTTP et voilà. Et du coup, on obtient tout ce qu'on voulait. Donc là, vous voyez que vous avez rapidement accès aux résultats de ce que vous pouvez faire. Et du coup, dans Test Result ici, ben, vous allez pouvoir rédiger des tests que vous avez rédigés ici pour récupérer par exemple des variables qu'il y a ici et les utiliser dans votre code en JavaScript et faire des renvois par exemple avec. Donc là, vous voyez qu'on a utilisé uniquement des paramètres d'URL puisqu'on est en get, mais vous pourrez très bien envoyer du post également par là en choisissant post. Et si vous ne voulez pas utiliser cette méthode-là et envoyer du JSON, bah vous avez vu, comme je vous l'ai dit avant, vous allez dans Body et vous cliquez sur Row. Et là, vous mettez dans le JSON, du coup, ici par exemple, ça aurait été genre, par exemple, access. Donc toujours, voilà, comme ça, key, 2 points, et là, on aurait mis notre clé. Voilà. Et ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de découvrir et de comprendre du coup l'utilité de Postman. Donc c'est un outil qui est assez utilisé, donc notamment quand on est développeur back-end ou même front-end pour le coup, c'est pour vérifier ce qu'on fait et avant d'exécuter du coup du code directement en production. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à poser une question en commentaire si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas ou si justement vous avez des suggestions à donner aux autres personnes de la chaîne. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.